Ravi de vous retrouver pour cette grande session d'information. Bienvenue sur Gabon 24. Tout d'abord, les titres. Au Gabon, un jeune égale un métier. Le programme gouvernemental qui vise à former de manière massive des jeunes Gabonais sans qualification et sans emploi s'apprête à livrer sa deuxième cuvée spécialisée dans les métiers du tourisme et de la restauration. Vous verrez qu'en Côte d'Ivoire, Cocody se veut plus verte. Objectif, apporter sa contribution dans la lutte contre le réchauffement et la déforestation. Cette commune chic d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, a déjà planté 2000 arbres en 2016. Et puis nous irons aussi en Europe où le Premier ministre canadien Justin Trudeau est allé plaider en faveur du CTA. L'accord de libre-échange entre l'UE et le Canada a souhaité une Europe plus forte sur la scène internationale. Voilà pour le fil conducteur de cette grande session. Madame, Monsieur, voici votre journal. Et nous commençons par la page du Gabon. Tout d'abord, visite au Gabon du FMI, le Fonds monétaire international, et ce, pendant 2 semaines, sur la table des échanges entre les deux parties, les mécanismes de relance de l'économie à travers plusieurs séances de travail avec l'ensemble des composantes de l'économie. 2 points avec Kevin Oswald Dougaga. Maîtriser les dépenses publiques afin d'optimiser les chances d'une réussite du plan de relance économique lancé par le gouvernement. La présence d'une délégation du Fonds monétaire international au Gabon s'inscrit bien dans cette optique d'après l'institution. Selon Serge Maurice Pambou, économiste enseignant à l'université Omar Bongo, cette énième visite est conforme au règlement du FMI, c'est lui d'accompagner les États sur les questions, par exemple, de stabilisation des dépenses publiques. Le Fonds monétaire international, dans le cadre des missions qui lui sont dévolues, il rend visite par le biais de ses conseillers à chacun des 189 membres de son conseil d'administration. Au moins une fois par an, c'est ce qu'on appelle les missions dites de l'article 4 des statuts du Fonds monétaire international. Donc, il le fait, quelle que soit la situation économique, il peut le faire. C'est une surveillance dite bilatérale. Que peut-on attendre de cette visite du Fonds monétaire international? Lorsque vous allez chez le banquier ne vous prêtera de l'argent que s'il est sûr qu'il va pouvoir entrer dans ses fonds. Le Fonds monétaire va agir de la même façon. Et il va voir quels sont les éléments qui peuvent obérer le remboursement. En novembre dernier, déjà, une mission du FMI à Libreville avait félicité les autorités gabonaises en mettant en avant les efforts fournis pour contrer le choc pétrolier. La même équipe avait aussi invité le gouvernement à encore plus d'efforts, recommandant une nécessité pour les autorités de maîtriser la dépense publique. À Libreville, ce jeudi, le tour est revenu au ministère de l'économie numérique de lancer les travaux relatifs à la préparation du Haut Conseil pour l'investissement. Accroître la compétitivité du secteur était au cœur des discussions telles que nous le rapportent Jamila Mbengman et Alexandre Nkogé. Les travaux de préparation du Haut Conseil pour l'investissement se poursuivent ce jeudi 16 février à Libreville. Au centre des débats, la compétitivité des infrastructures numériques au Gabon avec d'importantes orientations émises. Le numérique en tant que secteur d'activité en lui-même est porteur de croissance, est porteur de développement. Il s'agit donc de regarder ensemble avec les opérateurs privés comment est-ce qu'on peut améliorer la compétitivité de ce secteur, que cela soit en termes de fiscalité, en termes d'investissement dans les infrastructures, en termes de formation, mais également en termes de services et de contenu. Une orientation importante a été prise, faire en sorte que la part du numérique dans le PIB soit multipliée par 2 d'ici à 2025. Et nous essayons d'y parvenir. Pour le secteur privé, il est question de mettre des stratégies en œuvre pour que l'économie numérique soit un des piliers de croissance sur lequel le Gabon peut compter. Il s'agit clairement d'un débat public-privé pour asseoir un vrai échange qui va aboutir par la suite à une refonte, à des améliorations, à des chantiers qui ne peuvent qu'avoir un impact positif sur le secteur des INTIC au Gabon, qui est déjà développé par rapport à la sous-région et qu'on espère aussi le développer dans l'avenir. L'enjeu majeur de ces travaux en atelier étant l'amélioration de la compétitivité pays. La synthèse et la restitution se feront dans une semaine au Premier ministre avant la tenue au mois de mars du Haut Conseil de l'investissement présidé par le président de la République, Ali Bongo Ondimba. En bonne place lors de ces travaux du Haut Conseil pour l'investissement, la question de savoir
Quel avenir pour le tourisme au Gabon? Des réponses dans cet élément que je vous propose de suivre. Maintenant, nous avons parlé de la compétitivité du secteur tourisme. Nous avons fait l'état des lieux. Pourquoi le tourisme n'a pas évolué au Gabon comme nous le voulions. Nous avons voulu écouter les opérateurs et les opérateurs nous ont fait quelques propositions que nous allons remonter au comité interministériel pour l'OHCI. Nous voulons redynamiser le secteur touristique. Nous avons parlé de tous les problèmes des avantages fiscaux qu'ils ont. Nous avons demandé à faire le point de tous les avantages fiscaux qui ont été donnés à ce secteur jusqu'au jour d'aujourd'hui. Est-ce qu'il faut continuer sur cette voie? Est-ce qu'il faut améliorer? Nous avons parlé de leur compétitivité, les prix des hôtels, le nombre de touristes qu'il y a au niveau du Gabon. En tout cas, c'est tout un chantier qui est en cours que nous voulons voir redynamiser. Ce qu'on peut attendre, c'est qu'on arrive à mettre le puzzle en tout ensemble, de faire en sorte que le pays de Gabon, qui a des attraits et des atouts touristiques énormes, puisse bénéficier de tourisme d'affaires, de tourisme de visite dans tout le pays. Ouverture d'un colloque international sur l'œuvre de Joseph Tonda ce jeudi à Libreville. Lors de ce conclave, plusieurs thèmes comme la sorcellerie, la politique et le pouvoir seront abordés par les universitaires gabonais et étrangers. Pendant 2 jours, l'université Omar Bongo sera au centre des questions scientifiques. Le reportage de Lordingue Mamba. Pendant 48 heures à l'université Omar Bongo de Libreville, les universitaires gabonais et étrangers feront une étude scientifique sur les œuvres d'un sociologue gabonais. De son œuvre majeure du souvenir moderne, tantôt romanesque, jusqu'au récent impérialisme postcolonial, en passant par les fictions, l'œuvre de Joseph Tonda sera passée au peigne fin. Il est question de ce que j'ai écrit, de ce que j'ai produit comme concept, par exemple ce concept de souverain moderne, qui rend compte des logiques difficilement discernables en termes d'intériorité et d'extériorité. Et le professeur Peter Geschirr, tout à l'heure, quand il a fait sa leçon inaugurale, a parlé de magma. Effectivement, il s'agit de ce magma, de cette puissance qui régit le fonctionnement de nos sociétés et qui se trouve au centre de mes préoccupations. Que l'on soit africain, européen, asiatique ou encore amérindien, ces œuvres ont la propension de renseigner sur la nature humaine. Son travail relie l'économie, le consumérisme, les croyances, la religion, la sorcellerie. Donc il est très bien à montrer comment toutes sortes de développement qu'on croit être différents s'articulent et s'influencent l'un l'autre. Universitaire et sociologue gabonais, Joseph Tonda aborde régulièrement dans ses écrits des termes propres à nos sociétés, comme la sorcellerie, l'argent, le pouvoir et même le totalitarisme. Bientôt sur le marché de l'emploi, et je vous l'annonçais à l'entame, la 2e cuvée du programme « Un jeune, un métier », une session qui était axée particulièrement autour des métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Les détails dans ce compte-rendu de Kenny Ongori sur les images de Hervé Aubian. Cyrlia, Calix et Thierry sont issus du programme Un jeune égal un métier, retenu en stage dans une structure hôtelière de Libreville. Les apprentis font leur classe dans les cuisines. Carbonara, c'est des pâtes tagliatelles que je fais cuire. Et puis, je fais ma sauce carbonara, la crème fraîche, les lardons, les oignons et un peu de persil et d'ail. Réaliser, composer, décortiquer un plat font désormais partie des cordes de ce qu'il y a quelque temps encore n'avait pas grande référence dans ce métier. La salade, c'est une salade d'avocat au maïs doux avec des crevettes. Avec pour terminer et pour la salade, on mettra un peu de sauce vinaigrette et puis la salade est faite. Les formateurs reconnaissent déjà les efforts et peuvent affirmer que leurs apprenants sont fin prêts pour le marché de l'emploi. Ça se passe bien, ça se passe très bien et ils sont prêts pour le moment. Les qualités des apprenants pendant ces 3 mois de formation semblent avoir séduit les responsables de la structure qui voient en eux des futurs chefs. Ce que nous avons le plus apprécié en eux, c'est cette volonté d'apprendre et de vouloir réussir. Donc nous ne pouvons que les encourager
Et on a été heureux de nous rendre compte que beaucoup saisissent cette opportunité qui leur est offerte. Pour un effectif total de 1785 candidats avec 27 filières, la deuxième session d'un jeune égal et métier a mis un accent particulier sur les métiers de l'hôtellerie et la restauration. L'exemple de ces jeunes stagiaires montre bien l'ambition de ce projet qui vise à redonner de l'espoir à une jeunesse déscolarisée. Une note de culture qui nous amène à la découverte d'un livre coécrit par Ayos Mebrime et Christian Ongwe, deux enseignants de formation. Accompagner mon enfant durant le processus de réussite scolaire est un outil pédagogique destiné aux parents afin de pallier l'échec scolaire de leurs enfants. Le regard de Chimène Sandra Senghon, Francis Ifunda. Après plusieurs études réalisées par Payos Mebrime et Christian Ongwe, il en ressort que l'échec scolaire des enfants provient de la démission des parents. Le parent est considéré ici comme partenaire. Or, c'est une erreur. Le parent est un acteur. Il y a quatre acteurs. Il y a le gouvernant qui définit les politiques éducatives. Il y a l'enseignant qui est là pour diffuser tous les programmes d'enseignement. Il y a le parent qui accompagne et il y a l'enfant qui est là pour exécuter tout ce qu'il reçoit. Et on s'est rendu compte que le parent concourt aux échecs vraiment des enfants. Dans leur livre, les auteurs proposent 14 chapitres définissant les différentes étapes d'accompagnement de l'enfant. Mettre un enfant au monde et l'accueillir, comme je le disais, c'était juste créer un cadre. Il ne suffit pas seulement de mettre cet enfant au monde, mais il faut le connaître. Et là, nous sommes dans le deuxième chapitre. Connaître son enfant. Parce que l'enfant naît avec des potentiels naturels pour mieux l'orienter, l'encadrer. Alors, si on ne connaît pas son enfant, ce qui est vrai, c'est que notre enfant nous étudie, nous connaît. Et s'il nous maîtrise, il peut nous manipuler. Voilà. Donc, c'est pour ça que nous disons, peut-être la troisième chose, c'est l'accompagner affectivement. Accompagner mon enfant durant le processus de réussite scolaire est un essai de 14 chapitres. Une analyse de la situation dans plusieurs pays de l'Afrique centrale, dont le Gabon, le Cameroun, le Tchad, suivi des orientations. L'ouvrage est disponible dans plusieurs librairies de la capitale gabonaise et sur Internet. Poursuivons avec la page Afrique. Tout d'abord en RDC, il y a quelques semaines, la Commission électorale nationale indépendante, CENI, annonçait la tenue de l'élection présidentielle le 27 novembre prochain. L'évocation du manque d'argent pour l'organisation de cette élection lance à présent une nouvelle polémique en République démocratique du Congo. Les détails dans ce récit de Mirandangé. Coup de théâtre en République démocratique du Congo, alors que la Commission électorale nationale indépendante CENI avait annoncé il y a quelques semaines l'organisation prochaine de l'élection présidentielle fixée au 27 novembre prochain. Le ministre du budget du Congo, Pierre Kangoudia, a déclaré qu'il ne peut pas réunir les 1,8 milliard de dollars exigés par la CENI pour l'organisation des élections. L'accord politique du 31 décembre dernier, obtenu avec la médiation de la CENCO, Conférence épiscopale nationale du Congo, stipule que l'élection présidentielle se tient cette année. D'après cet accord politique conclu avec l'opposition, le chef de l'État pourra rester au pouvoir jusqu'à la tenue de la présidentielle fin 2017. Cette somme colossale représente près de la moitié du budget national, alors que le pays traverse une importante crise économique. Certains opposants demandent à l'équipe gouvernementale de démissionner si elle est incapable de financer les élections. Le mandat du président Joseph Kabila a pris fin en novembre dernier et ses opposants l'accusent de retarder le vote pour rester au pouvoir. Direction le Cameroun, réunis à Bamenda. Nous sommes là, au nord-ouest du pays. Depuis mercredi, les parlementaires du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, ont appelé le président Paul Biya à prendre en compte l'appel du peuple pour la libération des leaders du consortium de la société civile détenus à Yaoundé. Retrouvons Mirandangé. La crise anglophone au centre des discussions à Bamenda. Depuis mercredi, plusieurs parlementaires du parti au pouvoir, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, du nord-ouest et du sud-est, sont réunis à Bamenda pour discuter de la crise anglophone qui secoue actuellement les deux régions. Nous invitons l'élite politique des deux régions à accompagner les efforts du gouvernement dans la recherche des solutions, en s'investissant dans les actions de sensibilisation et d'éducation des communautés. Explique le document signé par Simon Achidi Achou, un des députés du RDPC. Peut-on encore lire ? Nous encourageons le chef de l'État à poursuivre dans ses courageux efforts pour mettre fin à la crise.
Au-delà de ce soutien, les parlementaires appellent également Paul Biya à prendre en compte l'appel du peuple pour la libération des personnes détenues en lien avec la crise. Une allusion notamment au leader du consortium de la société civile anglophone détenu à Yaoundé et dont le procès a été reporté au 23 mars prochain. Enfin, les partisans à la Réunion enjoignent les populations de leur région à cesser les mouvements de grève et les opérations ville morte. Ils appellent à la création de groupes de vigilance dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ceci, explique le document, aurait pour mission d'assister l'administration et de veiller au comportement dans leur communauté. Je vous le disais en titre, 2000 arbres plantés en 2016, Cocody, le quartier chic d'Abidjan, surnommé le Beverly Hills africain, veut devenir un rempart contre le réchauffement climatique et lutter contre la déforestation avec un vaste projet vert. Le regard de Abdoulaziz Maïga. En Côte d'Ivoire, la forêt jadis immense se réduit désormais à peau de chagrin. En un demi-siècle, sa surface a été divisée par 8, passant de 78 à 13%. Or, la disparition des forêts entraîne des dérèglements climatiques. Fort de ce constat, la très célèbre commune de Cocody donne le ton en initiant Cocody Commune Verte, un projet pilote. Il faut, d'ici 2030, planter au moins 2 millions d'arbres à Cocody. Il faut verdir Cocody, 2 millions d'arbres, pour séquestrer le CO2, le carbone. À ce jour, plus de 1500 arbres ont été plantés le long du grand boulevard Joustan l'École nationale d'administration. Aussi, la commune s'est lancée dans la réhabilitation d'une dizaine d'espaces verts et la plantation prochaine de palétuviers sur 30 km de berges de la célèbre lagune d'Abidjan. Enfin, Cocody Commune Verte compte aussi se débarrasser de 5000 taxis et abandonner le charbon de bois au profit du méthanol. Ce projet novateur séduit déjà les amoureux de la nature. Les espaces verts, les arbres, les jardins, c'est beau à voir, ça protège l'environnement et ça protège, ça donne aussi la santé aux habitants. Pour un coût total de 138 milliards de francs CFA selon l'estimation des concepteurs, ce projet est censé générer 1000 emplois directs et 4000 emplois indirects d'ici à 2030. La commune prévoit une contribution à hauteur de 4 milliards de francs CFA. Et la page Afrique se referme au Burkina Faso, où l'ex-président burkinabé Blaise Compaoré et son dernier gouvernement seront probablement jugés au mois de mars pour leur implication présumée dans la répression de l'insurrection ayant provoqué la chute de Compaoré en octobre 2014. Le récit de Marina Boissa. C'est probablement au mois de mars que l'ex-président burkinabé Blaise Compaoré et son dernier gouvernement seront jugés pour leur implication présumée dans la répression de l'insurrection ayant provoqué la chute de l'ancien président en octobre 2014, une décision du procureur de la Haute Cour de justice Armand Ouedraogo ce mercredi. Alors que la Cour a abandonné fin septembre 2016 les poursuites pour attentat à la Constitution et haute trahison contre l'ancien chef de l'État, Blaise Compaoré, qui vit en exil en Côte d'Ivoire depuis sa chute, est poursuivi en tant que ministre de la Défense, lui qui était à la fois président et ministre au sein de ce gouvernement. Sur les 34 membres que compte son dernier gouvernement, 7 d'entre eux seront jugés par défaut parce qu'ils n'ont pas répondu aux convocations des juges. Les membres de ce gouvernement ont été inculpés pour complicité d'assassinat et complicité de coups et blessures volontaires. On reproche notamment au ministre d'avoir participé le 29 octobre 2014 à un conseil extraordinaire de ministres, la veille des manifestations au cours desquelles ils ont décidé ensemble de requérir l'armée pour réprimer les manifestants. Selon des sources officielles, 33 personnes ont été tuées lors de ces manifestations, mais le gouvernement déchu de Compaoré est poursuivi pour complicité présumée d'assassinat de 7 manifestants à Ouagadougou et pour 82 personnes blessées. Selon le procureur de la Haute Cour de justice, en cas de condamnation, la justice burkinabé demandera l'extradition des exilés pour qu'ils rentrent purger leur peine au Burkina. Jusqu'à ce jour, seul le Premier ministre Tiao a été incarcéré pendant 2 mois avant d'être libéré. Les autres ministres ont été inculpés et laissés en liberté avec interdiction de quitter le pays. Dans cette grande session, les actualités sont aussi hors du continent. Tout d'abord, ce jeudi, réunion de 2 jours des ministres des Affaires étrangères des pays du G20, lors de laquelle le secrétaire d'État américain Rex Tillerson fait ses débuts sur la scène internationale. Retrouvons Marina Boissa.
Lors de cette grande rencontre des 20 premières puissances mondiales, le secrétaire d'État américain Rex Tillerson fait ses grands débuts sur la scène diplomatique ce jeudi en Allemagne. Ses partenaires espèrent apprendre ce que l'Amérique d'abord signifie vraiment pour le reste du monde. Cette réunion de 2 jours à Bonn des ministres des Affaires étrangères de ce forum se situe au milieu d'une séquence politico-diplomatique qui voit l'administration Trump débarquer en force en Europe, après des signaux souvent contradictoires envoyés depuis Washington. Les attentes à l'égard des responsables américains sont très grandes. Il y a beaucoup d'incertitudes sur ce qu'ils veulent, ce qu'ils prévoient. Ce sommet du G20 permettra peut-être d'apporter de la lumière sur les positions américaines du moment. À Bonn, le nouveau secrétaire d'État américain est surtout attendu sur les relations avec la Russie au moment où Washington souffle le chaud et le froid. Une voix européenne efficace sur la scène mondiale n'est pas que préférable, elle est essentielle, a estimé ce jeudi à Strasbourg le Premier ministre canadien Justin Trudeau, venu plaider en faveur de l'accord de libre-échange UE-Canada-CTA devant les eurodéputés qui ont approuvé le traité. Le récit de Larding Mamba. Une Union européenne forte et profitable au monde entier, a estimé jeudi à Strasbourg le Premier ministre canadien Justin Trudeau, venu plaider en faveur de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, devant les eurodéputés qui ont approuvé mercredi ce traité controversé. Le Canada sait bien qu'une voix européenne efficace sur la scène mondiale n'est pas que préalable, elle est essentielle. Nous savons que l'Europe est le plus grand contributeur en matière de développement et d'aide humanitaire et qu'ensemble, les États membres constituent l'une des économies les plus puissantes au monde. S'opposant un allié de l'Union européenne avec qui il dit partager des valeurs communes, Justin Trudeau a expliqué que le CETA était l'un des accords les plus durables et progressistes au monde. Si nous réussissons, le CETA peut devenir le modèle de tous les futurs accords commerciaux ambitieux. Sinon, il pourrait bien s'agir du dernier. Avec le vote favorable du Parlement européen, le CETA n'attend plus que le feu vert dans les prochaines semaines du Parlement canadien pour pouvoir être appliqué de manière provisoire. Et puis en France, dans un communiqué du parquet national financier paru ce jeudi, l'on apprend que les investigations sur les emplois présumés fictifs de Pénélope, Charles et Marie Fillon vont se poursuivre. Le récit de Charlène Fleur-Média. C'est à travers un communiqué que le parquet national financier a annoncé que jeudi 16 février, l'enquête préliminaire pour détournement de fonds, abus de biens sociaux et recel de ces délits, ouverte le 25 janvier, jour des révélations du Canard enchaîné, au sujet des emplois de l'épouse de François Fillon comme assistante parlementaire de ce dernier, va se poursuivre. Elle intervient surtout alors que le camp Fillon a multiplié les attaques contre le parquet national financier, qu'il juge inapte à se saisir d'un tel dossier, au nom de la séparation des pouvoirs. En tant qu'autorité de poursuite, il est de mon devoir d'affirmer que les nombreux éléments déjà recueillis ne permettent pas d'envisager en l'état des lieux un classement sans suite de la procédure. Les investigations vont se poursuivre dans le strict respect des règles qui gouvernent le code de la procédure pénale, précise le parquet national financier dans son communiqué. Cette information vient porter un nouveau coup à la campagne de celui qui était encore, il y a un mois, le favori pour la présidentielle 2017. Le rappel des titres avant de refermer cette grande session. Et vous l'avez vu qu'au Gabon, un jeune égale un métier, le programme gouvernemental qui vise à former de manière massive des jeunes Gabonais sans qualification et sans emploi s'apprête donc à livrer sa deuxième cuvée spécialisée dans les métiers du tourisme et de la restauration. Nous étions en Côte d'Ivoire, Cocody se veut plus verte, objectif apporter sa contribution dans la lutte contre le réchauffement et la déforestation. Cette commune chic d'Abidjan, la capitale économique de Côte d'Ivoire, a déjà planté 2000 hectares en 2016. Et vous l'avez vu à l'instant aussi en Europe où le Premier ministre canadien Justin Trudeau est allé plaider en faveur du CTA. L'accord de libre-échange entre l'UE et le Canada a donc souhaité une Europe plus forte sur la scène internationale. Voilà, Madame, Monsieur, tout ce qui a retenu notre attention pour cette grande session d'information. Au nom de toute l'équipe, merci de nous rester fidèles. L'information continue sur Gabon 24, mais en attendant, n'oubliez surtout pas que quoi qu'il arrive, entre-temps, gardez le sourire. Au revoir.